Bonsoir la MIF, bienvenue sur MyFoot TV. Comme d'habitude, on est avec le grand Ziza pour parler un peu de football, notamment la Liga. On sait qu'elle est respectivement supporter du Real et du Barça. Donc sans plus tarder, on va voir comment Ziza il se porte et comment il voit le Classico. Ziza, c'est comment? Tranquille, tranquille, bro. Comment tu vas? Ça fait quelques semaines. Ouais, ça va, hein. Tu sais qu'on est booké avec le travail, tout ça, c'est compliqué. On aimerait sortir 100 vidéos par semaine, mais c'est chaud de trouver un créneau, surtout toi qui est hyper busy avec les voyages. Donc, ouais, on essaie de faire ce qu'on peut. Toujours un plaisir de venir sur la chaîne, content de parler du football qui nous passionne. Et encore plus cette semaine avec le grand match. Donc, hâte de rentrer dans le vif du sujet. Ouais, après, hâte de rentrer, mais on sait que c'est un match qui n'a pas de suspense, Isa. Faut pas essayer de créer un suspense. Mais bon, on va arrêter de se plaindre, de pleurnicher le Real Madrid quand même. Ziza, en tant que Barcelonais, qu'est-ce que tu penses de ton équipe? Les dernières prestations. Pour résumer, il y a eu le match catastrophique, malheureusement, bon pas catastrophique mais dramatique, au PSG en Ligue des Champions. Au début, le Barça avait la maîtrise totale. On s'attendait à un score fleuve. Malheureusement, Paris a su retourner la situation. Malgré les handicaps, c'est-à-dire les différents absents qu'ils avaient, ils ont réussi à s'imposer à Barcelone. Qu'est-ce que tu en as pensé? Dans l'ensemble, la première question que tu m'as posée, c'est qu'est-ce que je pense de l'équipe. Je pense que mon sentiment depuis le début de saison, il est plutôt le même. Ok, C'est que l'équipe est beaucoup moins disciplinée cette année. Le Barça, l'an dernier, c'est une équipe qui est impressionnée par sa structure, justement. ok, Tout le monde remarquait, soulignait le danger que représentait la ligne haute, mais dans l'ensemble, c'était plutôt un exercice maîtrisé de la part du Barça. mhm, On voyait beaucoup d'équipes qui ne réussissaient pas à gérer le piège et le Barça qui arrivait à marquer énormément de buts dans l'autre ouais, sens. Cette année, j'ai envie de dire que c'est là que le bas blesse parce qu'on a l'impression que le système est beaucoup moins discipliné, beaucoup moins contrôlé. Euh, non seulement quand il s'agit de défendre euh, de la bonne façon quand on joue haut, ok. donc de mettre l'adversaire hors jeu, mais aussi et surtout, et c'est de là que le problème principal vient à mon endroit, c'est que le pressing de l'équipe n'est pas aussi efficace qu'il était. Ah bon, Donc, c'est quoi, on c'est quoi la différence dirait, pour toi? C'est quoi la différence? Parce que pour moi, je vois que le Barça presse toujours haut, même si c'est pas aussi flamboyant que l'année dernière. Mais je vois que c'est les mêmes bases de Hansi Flick. Le pressing très oui, haut. les intentions sont définitivement les mêmes. Ok, d'accord. Le système de jeu en lui-même n'a pas changé. Mhm, Mais il y a eu un gros changement à la défense avec le départ de Inigo qui était le leader défensif. bien Et je sûr. pense que ça se voit sur un jeune joueur comme Koubarsi qui n'a pas le même leadership défensif. Mhm, Mais devant, on ressent aussi dans les jambes, premièrement, le changement après une saison où le Barça a plus ou moins par rapport aux anciennes saisons été quand même épargné par les blessures. Là, on sent beaucoup plus que chez les hommes les plus importants du système, que ce soit Yamal, que ce soit Lewandowski, que ce soit Rafinha. Il y a beaucoup de blessures, il y a beaucoup de pépins physiques. Baldé, on est habitué, mais l'an dernier, il avait eu ses pépins physiques un peu plus tard dans l'année. mhm. Ce qui fait qu'une équipe qui, c'est vrai, avait la maîtrise de son sujet, mais qui a toujours eu un effectif assez limité, on le sent que les options de rechange ne sont pas vraiment au même niveau. Passer de Rafinha, qui brille toujours dans l'effort, dans le pressing, à Rashford, qui certes fait une très bonne saison jusque-là, mais qui dans l'esprit et dans l'approche n'est pas le même profil de joueur. Il est plus le joueur qui demande la balle dans les pieds pour faire la différence, plus que celui qui se projette. Et les efforts sans ballon ne sont pas les mêmes. Donc ça expose un peu plus tout le monde. Cette année, Dani Olmo, qui l'an dernier était vu comme le joueur qui pouvait techniquement faire progresser l'équipe, qui est totalement différent dans le jeu, qui a l'air d'avoir pris du muscle et qui n'a pas le même rendement. Techniquement, il n'a pas la même maîtrise. Physiquement, il n'est pas capable de maintenir le pressing. Ouais. Il y a beaucoup d'autres joueurs. Koundé, pour moi, qui fait sa pire saison au Barça pour le moment. Ah bon, carrément? À ce point? Non, oui.
Oui, physique. Koundé, jusque-là, c'est sa pire saison au Barça. Ok. Que ce soit physiquement, techniquement, il a l'air assez emprunté. Il perd beaucoup de ballons dans notre propre camp à la relance. Ça crée beaucoup d'occasions pour les adversaires. Ok. Donc, il y a beaucoup de problèmes multiples. Mais dans l'ensemble, pour moi, on sent surtout que c'est une équipe qui a un jeu assez énergivore. Et après une saison aussi demandante que celle de l'an dernier, je pense que c'était peut-être à imaginer que on allait ressentir le contre-coup physique. Bien Et sûr. jusque-là, ça se voit pour moi que l'équipe n'a pas la même énergie pour aller vers l'avant. Et le pressing, dans ce sens-là, est assez décousu cette année. Il n'y a pas que Paris. Les équipes comme le FC Séville, qui, tu le sais, sont parmi les plus mauvaises en Liga, ont facilement déjoué le pressing. Girona, qui est l'actuelle lanterne rouge de Liga, a facilement déjoué le pressing et a longtemps fait déjouer le Barça dans le même match. Donc, ce n'est pas tant le match contre Paris lui-même. Je pense que le match contre Paris était plus symptomatique de ce qu'on a vu derrière pour dire que l'équipe a un vrai problème structurel cette année. Et est-ce que c'est un problème qui peut être résolu par le retour de la plupart des titulaires? Peut-être, le temps nous le dira. Même si je pense qu'en début de saison, Quand même tu dis avec la des plupart des joueurs, titulaires, tu parles de qui en l'occurrence? Qui manque au Barça actuellement? Rafinha, Fermin Lopez qui vient de revenir, le jeu au pied du gardien qui nous manque aussi avec la blessure de Joan Garcia, euh, Eric Garcia qui est rentré dans l'équipe cette année, Baldé qui vient de revenir en défense centrale, Lewandowski et Ferran Torres qui ne sont pas à 100% physiquement. Ferran, d'après ce que j'entends, vient de revenir à l'entraînement. Euh, Yamal qui vient de revenir de blessure, mais qui lui-même dans le jeu n'est pas revenu à 100%. Il y a beaucoup de joueurs qui sont partis, qui sont venus, qui ne sont pas au meilleur de leur forme. Donc, d'une façon ou d'une autre, ça impacte assez intensément le jeu en lui-même et la rotation de l'équipe. D'accord. Donc, Donc, pour toi, est-ce que... Oui, oui, vas-y. non, pour toi, dès que Rafinha il est disponible, Rashford, ça retourne sur le banc. Pas vraiment. Je pense que c'est la façon intelligente de les gérer, c'est de toujours les avoir en alternance. Rashford, justement, l'an dernier, le Barça n'avait personne, justement, qui pouvait prendre le rôle de Rashford Mhm. et faire reposer un Rafinha. C'est peut-être ce qu'il paie cette année avec la débauche physique. Donc, l'idéal, ce serait de les alterner, d'utiliser les deux pour pouvoir les garder et qu'ils soient frais en fin de saison. Maintenant, est-ce que Rashford peut jouer dans un rôle plus avancé et être le numéro 9 pendant que Rafinha récupère son rôle de l'an dernier? Peut-être. Ouais, bien Parce que sûr. cette Je année, pense qu'il a déjà jusque-là, fait ça. c'est plutôt Ferran Torres qui est le 9 titulaire quand il joue. Est-ce que Ferran Torres est une meilleure option que Rashford? Ça reste à voir. Donc, je pense surtout que le Barça a besoin de se rassurer dans sa structure, Ok. récupérer petit à petit ses titulaires, mais surtout mieux coordonner les fondamentaux, le pressing, la défense haute, Ok. qui cette année ne sont pas vraiment autant rodés qu'il était l'an dernier. C'est une équipe qui concède beaucoup, beaucoup plus d'occasions et qui est beaucoup moins sereine. C'est ça, je comprends. Après, comme tu as dit, le jeu du Barça, c'est un jeu hyper énergivore. Donc, il paye les efforts de l'année dernière parce qu'on sait que le Barça a ébloui toute l'Europe, que ce soit en Ligue des Champions, en Liga, avec un jeu qui demande énormément d'énergie. Ziza. Pour être réaliste, c'est compliqué d'enchaîner. Même Paris, qui a eu la Coupe du Monde des clubs, galère. On voit Dembélé qui est toujours blessé. On voit les différents impacts que le jeu demande, le jeu de possession, le jeu de pressing haut. C'est vrai, tu fais moins d'efforts à la récupération, mais c'est hyper difficile. On le sait. Et ouais, par rapport à Rashford, je voulais te poser une question avant de parler du cas du Real, par exemple. Je demandais, est-ce que tu voulais que le Barça conserve Rashford à la fin de la saison ou pour toi, ça dégage, comme on le dit dans le jargon? Je pense que le dossier est toujours ouvert. Si tu me demandes est-ce que je suis satisfait de sa prestation, jusque-là, je te dirais oui. Rashford, c'est un profil surtout qui manquait à l'équipe. Mhm. En dehors de son nom, on n'avait pas vraiment un ailier capable de jouer côté gauche pour étirer la ligne de façon plus ou moins similaire à ce que Yamal fait du côté droit. Donc, c'est un profil qui est nécessaire. Mhm. Après, pour le Barça, tu le sais comme moi, c'est toujours une question de prix et de ressources. Je pense que l'option d'achat qu'ils ont acquise pour Ashford est d'environ 30 millions 30 d'euros, millions, un peu moins. Trente à 50 Sur millions. le,
C'est ça, je pense plus proche de 30 millions, mais sur le marché actuel, avoir un joueur de 30 millions d'euros, c'est un bon joueur qui coûte dans cet ordre de prix-là, c'est rare. Donc, Très rare. si tu es convaincu d'une façon ou d'une autre que Rashford a le talent, le potentiel, l'expérience pour apporter quelque chose à l'effectif, je pense que ce sera difficile de trouver plusieurs joueurs à ce prix-là qui Mhm. peuvent vraiment venir et aider l'équipe. Donc, s'il continue de montrer qu'il est dans le groupe pour aider, qu'il a la bonne mentalité, qu'il continue de produire, je pense que ce sera un no-brainer pour le Barça. Je pense qu'ils vont devoir le faire parce que, connaissant les finances du club aussi, ce sera difficile d'aller chercher un gars qui coûte 80-90 millions d'euros sur le marché, peu importe qui il est. Est-ce qu'il y a des options qui peuvent être plus intéressantes? Peut-être, à poser la question. Ok. Mais est-ce qu'il y a des rapports qualité-prix aussi intéressants que Rashford? Avec ce qu'il montre déjà, ça va être difficile. Donc, je pense qu'il part en ballottage favorable pour rester, oui. Je pense qu'il s'intègre assez bien pour le moment. Et si Ok. ça continue, il y a de grandes chances qu'il reste. Ok, merci Ziza. On passe directement au Real, sans plus tarder. Le Real Madrid, début des saisons, beaucoup de changements, notamment le coach. On est sur 5 victoires. Je crois que c'est 5 matchs, non? C'est la 5. Bon, on a gagné tous nos matchs. Pour résumer, on a gagné tous nos matchs. Même si ce n'était pas de la meilleure des façons, on a beaucoup souffert. Comme je disais l'année dernière, Ziza, tous les matchs de Liga, le Real souffre tellement en Liga que souvent on se demande si c'est des matchs de Champions. Cette année, on voit que la douleur se fait ressentir toujours. Mais ce qu'on a cette année, c'est les 3 points. Et c'est ce qui est le plus important pour gagner le championnat. Donc là, moi personnellement, en tant que supporter du Real, je ne peux pas dire que je suis fier, mais je vois la direction. Je te rappelle, je t'avais dit ça. Au début des saisons, je voulais un projet, voir la mentalité, l'énergie de l'entraîneur et essayer de le soutenir à ma façon. Tu vois. Donc ouais, là, on voit où on veut partir. On voit que c'est un jeu de possession. On veut pas manier le ballon de quelconque manière. On veut avoir un style de jeu propre à nous, relancer proprement et avoir des joueurs qui peuvent facilement se créer des occasions en attaque et surtout récupérer le ballon proprement. Donc pour l'instant, moi, je suis fier de l'équipe. On a Mastantuono, un Argentin hyper jeune qui est arrivé, qui se fait rattraper par la réalité du terrain. C'est vrai, il est talentueux. Après, il arrive au Real. Il joue des matchs qu'il n'aurait jamais imaginé. C'est compliqué, il y a beaucoup de pression. On a Vinicius qui retrouve peu à peu son niveau, notamment le dernier match. Il nous a sauvés avec sa frappe sur le poteau qui a permis à Bellingham de briller. On a Mbappé qui cette année, on voit qu'il est déterminé. Je ne sais pas si c'est par rapport au résultat du PSG en Ligue des Champions. On voit qu'il a quelque chose à prouver. On voit qu'il est déterminé depuis le début de saison. Il a le visage fermé. Il est concentré sur ses actions, sur le placement. C'est nettement mieux en tant que numéro 9. Donc pour moi, le Real, pour l'instant, il y a beaucoup de choses à souligner, mais c'est que de la fierté. Et j'encourage l'équipe aussi à continuer de cette façon. Toi, en tant que Barcelonais, je sais que tu suis aussi les matchs du Real. Qu'est-ce que tu en penses? Comment tu vois la direction du Real? Alors, la saison du Real ou l'analyse de la saison, pour moi, il y a vraiment une analyse avant le match contre l'Atlético et après. Je Ok. pense que le match contre l'Atlético, c'est celui qui fait un peu polémique. Ouais, on a perdu, ouais, j'ai Pourquoi je le oublié de dire ça. mentionne? Pourquoi je le mentionne? Pas parce que le Real a perdu dans l'ensemble, mais comme tu l'as dit, cette année, le projet du Real est surtout sur le terrain, dans le jeu. C'est un projet collectif. Ouais. Et pour moi, c'est le match où le projet a été mis le plus à mal. Et depuis, je pense que mon analyse du Real est que le Real du début de saison, comme tu l'as dit, était vraiment cohérent. Il y avait des joueurs qui avaient une structure et un rôle. Le Ouais. seul joueur dans l'équipe qui, pour moi, a un rôle assez libre, entre guillemets, et qui ne s'inscrit pas nécessairement dans un rôle aussi euh, strict que les autres, c'est Mbappé. Mbappé qui décroche beaucoup, Mbappé qui va où il veut, Mbappé qui fait comme il souhaite. Euh, Là, ça peut fonctionner parce que tu as un système avec des joueurs qui connaissent leur rôle et qui ont une structure, ce qui est plutôt différent de ce qu'Ancelotti faisait. Je pense qu'Ancelotti donnait beaucoup de liberté à tous ses joueurs sur le front de l'attaque. Mhm. C'est pour ça qu'on voyait beaucoup de personnes délaisser le côté droit et tout le monde se retrouvait à un moment côté gauche comme il voulait parce qu'il y avait beaucoup de liberté dans le système. Avec Xabi Alonso, c'est l'école espagnole, c'est différent. Il faut que chacun soit placé, chacun joue son rôle. Il y a beaucoup plus un jeu de position. Ce qui a changé pour moi, c'est le retour de Bellingham.
depuis que Bellingham est revenu, il y a moins de maîtrise pour moi parce que Bellingham lui aussi fait partie de ces joueurs comme Mbappé qui brille par le fait qu'il est assez polyvalent et que son rôle n'est pas aussi clairement défini que les autres. Il y a quelques jours d'ailleurs, je pense Xabi Alonso répond même à une question d'un journaliste où il dit que justement il est très content du retour de Jude, mais que effectivement c'est un problème de riche parce qu'il peut jouer numéro 10, il peut jouer faux 9, il peut jouer numéro 8, il peut jouer numéro 6. À la fin, je pense que ça devient un peu un casse-tête parce que tout le monde connaît le talent de Jude, évidemment, mais dans un système, il faudra qu'il occupe un rôle qui bénéficie à l'équipe. Et pour moi, depuis son retour, c'est là que il y a quelques axes qui sont beaucoup moins maîtrisés côté Real parce qu'en début de saison, tu avais clairement Güler, Valverde et Tchouaméni dans le milieu. Tu avais Mastantuono côté droit, un ailier gauche, que ce soit Vini, que ce soit Rodrigo et Mbappé en pointe. C'était clair. Depuis que Bellingham est venu, on voit beaucoup Güler souvent jouer côté droit. On voit souvent même Güler ne pas jouer. Il y a un match récent que j'ai regardé où Güler n'a pas joué. Il n'a pas joué, bien sûr. Pour apporter la lumière. Il y a eu aussi les blessures au poste de latéral. Donc Valverde est sorti pour être latéral. Donc je pense que là, ça a aidé dans la rotation au milieu parce que tu n'avais pas à mettre Valverde au milieu. Il y a eu les blessures en défense. Ce qui, je pense aussi, surtout la blessure d'Oysen joue beaucoup sur les sorties de balles du Real. Tchouaméni est beaucoup plus à l'aise quand tu as Oysén sur le terrain. Donc, c'est de ce côté-là que moi, je me pose la question, qu'est-ce que la décision de Xabi Alonso sera? Parce que si Carvajal revient, je pense qu'il est dans le groupe pour le Classico. Comment tu fais? Si tu ne mets pas Valverde en latéral, quel sera ton milieu? Est-ce que tu vas conserver Güler dans le milieu? Est-ce que tu vas le mettre à droite et asseoir Mastantuono, qui lui aussi a été une des bonnes trouvailles de cette équipe du Real en ce début de saison? Pour moi, ce sont ces questions-là qui déterminent vraiment quelle version du Real on a. Est-ce que l'équipe a été bonne ce début de saison? Oui, clairement. Quand Oysén est là, je pense qu'en termes de maîtrise et de possession, c'est une équipe qui a un profil assez différent. Il n'est pas là actuellement. Donc, est-ce que le Real va essayer de mettre un milieu de plus sur le terrain comme Bellingham pour vraiment accentuer la bataille au milieu de terrain? Parce que pour revenir au match contre l'Atlético, c'est là que le Real s'était fait bouffer. Bellingham, qui revenait de blessure, a été inséré directement au milieu. Güler, qui était le gars qui touchait beaucoup de ballons, qui faisait la lumière dans le jeu, a été excentré. Et sur le rare ballon qu'il a touché, c'est là qu'il a pu faire la passe décisive à Mbappé. Donc, la décision de Xabi Alonso dans ce sens-là, pour moi, peut faire ou défaire l'équipe. Mais c'est là la vraie question que je me posais, même avant qu'il arrive, c'était quelle sera l'animation du jeu du Real. Güler a montré, c'est déjà tôt de la saison, mais il a montré qu'il est capable d'être le dépositaire du jeu, de vraiment être celui qui dicte dans les 30 derniers mètres la direction du jeu du Real. Et c'est normal qu'il soit dans ce rôle. Il a une vraie connexion avec Mbappé. Est-ce que le rôle de Bellingham actuel est connecté à ces deux-là? Parce que lui aussi, c'est un joueur qui aime beaucoup se projeter. C'est là que j'ai encore quelques doutes. Et cette dernière semaine, même le match contre la Juve que j'ai regardé, j'avais toujours cette sensation qu'on se marchait un peu sur les pieds dans certaines zones. Mbappé n'est jamais dans les zones traditionnelles du 9. Bellingham n'est jamais dans les zones traditionnelles du 9. Donc, quand tu essayes de mettre en place une structure et que tu as un joueur qui est un peu là, si tu veux, comme Mbappé, ça peut marcher. Si tu ajoutes Bellingham qui lui aussi aime faire un peu de tout, c'est là que je pense que ça devient un peu plus problématique. Donc, pour moi, c'est vraiment ça l'axe de réflexion du jeu du Real. C'est l'intégration de Bellingham dans la dynamique de l'équipe. Pour le moment, je ne suis pas satisfait de ce que j'ai vu de ce côté-là. Maintenant, comme j'ai dit, Oysén n'est pas là. Est-ce que c'est parce que le Real a beaucoup moins de maîtrise de ce côté-là? Le temps nous le dira. Mais pour moi, oui, le début de saison a été plutôt impressionnant. Depuis le match contre l'Atlético, il y a un peu plus de questions pour moi. C'est vraiment comme ça que je vois le Real pour le moment. Ok, merci Sisa. Je suis d'accord avec toi. Depuis le retour de Bellingham, et je crois, je l'avais dit, même pendant le match contre l'Atlético, on avait déjà un système qui marchait bien. On était obligé de mettre Bellingham parce qu'il était de retour et ça a mélangé, ça chamboulait un peu le système. C'est normal, les joueurs n'étaient pas habitués à jouer comme ça. Là, on s'interroge sur le rôle de Bellingham. On sait pas on connaît la qualité du joueur, mais on connaît pas son rôle actuellement dans le système de Xabi Alonso. Mais bon, ça, on va voir comment ça va se dessiner d'ici la fin de la saison. Et avant d'arriver là, on va parler du Classico. Ouais, le match qui passionne tous les supporters du Real, du Barça et même le monde entier.
le dimanche demain, on a le Classico à Madrid qui oppose le Real contre le FC Barcelone. Qu'est-ce que t'en penses, Isa? Ou si tu veux que je commence? Parce que moi, Non, vas-y, vas-y, bon, vas-y, commence. ouais, Vas-y. comme je disais, depuis l'année dernière, je crois, on a perdu 4 Classicos. Et c'est catastrophique pour le Real. C'est vrai, on comprend, on était en pleine restructuration avec l'arrivée de Mbappé, c'était compliqué. Mais bon, rien ne justifie de tels scores, 4-0, tout ça et tout. Et cette année, je vois qu'il y a Xabi Alonso qui est arrivé. Il veut essayer d'alléger les choses, pas au niveau du score, mais même au niveau du jeu. Essayer de mieux contrer le Barça, parce qu'on voit qu'ils sont hyper à l'aise quand ils jouent le Real. Il y a pas de marquage, il y a pas d'espace restreint. Ils font ce qu'ils veulent, ils ont la liberté de faire ce qu'ils veulent. Cette année, moi, je sais que le Barça est déjà plus designé que le Real pour ces genres de match. Donc je veux juste que mon Real arrive à faire un match correct et qu'on ne tourne pas à l'humiliation cette année, pour être réaliste. C'est vrai, Ziza, tu vois. Donc ouais, ça paraît peu ambitieux, mais c'est la vérité. C'est un groupe qui se connaît bien, qui tourne bien. Nous, on a plein de joueurs, donc on ne connaît pas le rôle, à l'image de Bellingham, Mbappé qui se positionne jamais dans l'axe, comme tu l'as relevé. Je sais pas ce que tu en penses, avec les déclarations de Yamal qui se fout de notre gueule, qui dit que ouais, il va marquer, il marque quand il veut. Plusieurs affirmations, on voit que c'est un match hyper facile pour les Barcelonais. Et ouais, moi j'attends juste un match correct et qu'on ne tourne pas dans l'humiliation pour mon club. Une défaite honorable. Je vois que tu as vraiment été marqué par les classicos de l'an dernier parce que moi, je pense que les équipes sont d'un camp et dans l'autre tellement différentes. Pour dire la vérité, c'est peut-être le classico le plus indécis que j'ai eu à voir pour moi. Je pense que pour la plupart des classicos auparavant, Mais tu dis ça à chaque il y fois, avait Ziza. Tu dis ça à clairement... chaque fois. Il y a les vidéos, tu as dit ça à chaque fois, mais ça finit par 4 par Non, 5. non, Non, parce que les matchs se jouent... Parce que tu peux avouer, le Barça va les matchs gagner. Tu peux Non, je suis avouer. d'accord. Sur l'an dernier, il y avait clairement une pattern et j'ai toujours approché les classicos comme des matchs qui sont assez différents Mhm. et je pense que c'est la réalité. Même pour tous Ouais, ces bien sûr, bien matchs, sûr. c'est vrai que pour la plupart d'entre eux, ils se sont soldés par une défaite du Real. Mais Ouais. dans le jeu, le Real n'a pas toujours été outrageusement dominé. Le premier classico de la saison où Mbappé a les 8 hors-jeu, le Real a la balle pendant une bonne partie du match. Ouais. La première mi-temps est dominée par le Real, c'est juste qu'ils ne réussissent pas à trouver Mbappé à cause de ses hors-jeu Mhm. et ils finissent par payer les occasions manquées ensuite. Le classico de Coupe du Roi en finale, le match est équilibré, le Barça gagne le match en prolongation. Le classico, le dernier classico, le retour à Montjuic, Ouais. le Real mène 2-0 avant que le Barça revienne dans le match. Bien sûr. Donc, je comprends que tu gardes le résultat final en tête, mais même l'an dernier, c'était des matchs où le Real a eu les occasions de se mettre en évidence. Ouais. Et pour moi, ça a toujours été ça mon expérience des classicos, c'est que ce sont des matchs assez différents dans la forme. Une équipe peut être totalement en perdition et le classico commence, tu ne la reconnais pas. Parce Bien que c'est sûr, le bien sûr. classico, ça s'aborde et ça se joue différemment. Donc, est-ce que je m'attends à ce que le Barça que j'ai vu depuis le début de saison soit le même qui joue le classico? Non. Généralement, ils viennent avec beaucoup plus de concentration, de motivation et ça vaut aussi pour le Real. Maintenant, si tu me demandes pourquoi je suis aussi indécis sur ce classico, c'est parce que pour moi, les deux équipes ont tellement de faiblesses actuellement qui sont perceptibles que pour moi, je ne réussis pas vraiment à me concentrer sur leurs forces. Le Barça concède tellement d'occasions à des équipes qui sont tellement loin d'avoir la qualité du Real que c'est difficile pour moi d'imaginer un match où le Real ne se crée pas des occasions. Donc, je le disais même pour rire à quelqu'un, que je ne sais pas c'est quoi le record de nombre marqué par un seul joueur dans un classico, mais je n'aurais pas étonné si Mbappé le bat dans ce match-là parce qu'il y a Oh tellement non, mais d'espace. dis ça, non, non, non. Il y a toujours eu des occasions, mais après, c'est un match qui se joue différemment. Il y aura moins Non, d'espace, mais tu tu sais, me dis, même le match il dernier. jouera peut-être différemment, c'est le Real, mais le Barça joue toujours de la même façon. Ça, tu le sais, Flick ne fait jamais le compromis sur son système de jeu. Ouais. Donc, les espaces seront là. La question, c'est est-ce que le Real pourra les exploiter, comme tu dis. Et quand je vois les dégâts que Mbappé fait aujourd'hui, on ne le compare pas avec le Mbappé de l'an dernier, comme tu as dit. C'est un joueur qui est transformé. Donc, tu laisses ces espaces-là à des attaquants lambda de Liga, oui.
ça passe ou ça casse. On a vu qu'ils n'en prennent pas autant l'avantage. Tu les donnes à Mbappé. On a déjà vu même dans le Classico l'an dernier, le retour à Montjuic. Il fait son doublé avant que le Barça doive revenir après. Ouais. Donc, du côté du Barça, la défense est tellement perméable actuellement que c'est difficile pour moi d'imaginer un match qui est tranquille. Ouais. De l'autre côté aussi, comme tu as dit, les matchs où j'ai vu une équipe vraiment se donner les moyens, sortir et presser le Real, ça a été difficile. Le match contre l'Atlético, ça a été ça la clé. L'Atlético a été agressif, est sorti, et même avec Oysen qui était sur le terrain, il a été mis en difficulté dans les duels aériens, et ça a été un match qui a été vraiment, vraiment mal maîtrisé. Ils ont été dominés dans le milieu de terrain. Et avec une équipe comme le Barça qui veut vraiment sortir, aller te chercher, aller dominer, le Real peut effectivement être mis en difficulté. Mais en même temps, j'ai vu des équipes cette année beaucoup moins talentueuses que le Real ou le PSG sortir et dominer, faire des sorties de balles assez propres contre le Barça parce que le pressing n'est pas aussi coordonné. Après, ouais, il n'y a pas les mêmes zones, il n'y a pas les mêmes certitudes. Donc, je comprends où tu veux en venir parce que c'est ça le passé récent. Mais je pense que quand tu regardes à la fois la forme des deux équipes et les joueurs qui sont absents côté Barça, parce que je pense que le Real a récupéré plus ou moins tout le monde à part Oysen. Au Barça, tu as encore Rafinha qui est absent, tu as Yamal qui revient de blessure, tu as Fermin qui revient de blessure, tu as Baldé qui revient de blessure, tu as Koundé qui n'est pas en forme, tu as Chechny dans les buts, c'est pas Johan Garcia, tu n'as plus Inigo Martinez. C'est une configuration différente. Et en plus que c'est un classique, et comme tu l'as dit, il y a les déclarations aussi derrière. Faut pas penser que le Real de l'an dernier qui vient en étant champion d'Europe et en ayant une certaine fierté, c'est le même Real que celui de l'an dernier qui vient justement avec le couteau entre les dents parce qu'ils ont perdu 4 classicos d'affilée et ils ne veulent pas perdre encore une fois devant leur public. Donc justement, si tu me disais encore que ce match était sur terrain neutre à Montjuic, je te disais pourquoi pas le Barça. Au Bernabéu, avec le passif récent qu'on connaît et les déclarations incendiaires en plus, comme tu as dit. C'est 4-0, c'est facile. Voilà, pour moi, c'est le match par excellence où le Real va être motivé plus que jamais. Où ils vont venir avec après, si la motivation seule ne suffit pas. Hein. Non, on est d'accord. Mais de là à dire que ce Real aussi cette année est comparable à celui de l'an dernier, je ne suis pas d'accord. Non, bien sûr. Non, c'est clair. Donc pour moi, clairement, le Real part favori. Le Real doit montrer... Oui, le Real doit montrer qu'il peut... Non. Bien sûr, favori. Quoi? Favori, oui. Parce que l'an dernier, quand le Barça gagne les 4 classiques, aussi, si tu te rappelles bien, l'année qui précède, c'est la même chose que le Real fait au Barça. Ouais, que le Real fait au Barça, bien sûr. Voilà. Donc, c'est pas juste parce qu'ils ont perdu les 4 classicos qu'il y a un gap impossible à réduire entre les deux équipes. Non, mais pour l'instant, la tendance actuelle, c'est en faveur du Barça. Tu peux pas dire que le Real est favori. Favori sur quoi? Non, mais le Real est favori. Pour moi, je ne regarde pas les matchs d'une année à une autre en pensant qu'il y a un carry-over dans les résultats, juste parce que le Barça a gagné 4 matchs. Donc, la même chose. Si le Barça avait commencé la saison de la même façon, j'aurais dit pourquoi pas. Le Real doit démontrer qu'ils peuvent changer un peu les choses. Mais même, il suffit de regarder les matchs du Barça contre les autres équipes pour voir les failles. Les failles existent. Les failles sont réelles. C'est pas la même équipe avec les mêmes certitudes qui marquait 4-5 buts par match et qui prenait tout le monde au piège du hors-jeu. C'est pas exactement le même rendu. Donc, je te dis même pas que ce sera pas un match où le Barça va marquer des buts. Non, mais je te dis que j'imagine que ce qu'ils vont encaisser derrière va faire assez tâche aussi, c'est ça le problème. Donc c'est un match assez difficile à pronostiquer, comme je dis. Je ne serais pas surpris, comme je te l'ai dit, que le Barça soit plutôt dominant au milieu parce que le Real a montré que quand on va les chercher haut, ils ont leurs difficultés. Et surtout que Oysen est parti pour ne pas jouer. Maintenant, est-ce que j'imagine que ce sera une domination du Barça? Non. Parce que le Barça aussi a montré que son pressing n'est pas aussi bien ficelé que celui de l'an dernier. Il y a beaucoup de questions des deux côtés. Mais si tu me demandes le Real qui vient avec la motivation, le Real qui joue à domicile, le Real, comme tu l'as dit, qui a des choses à prouver. Donc, ils vont venir avec cette énergie-là. Pour moi, ça compte dans un match comme celui-ci. Et le Barça, de la même façon, l'an dernier, ils ont mis beaucoup d'énergie pour dominer le Real. Forcément, à un moment, ça s'inverse. Donc, oui, pour moi, le Real à domicile est favori dans ce match. C'est le match... Si en tant que Real, tu ne peux pas gagner ce match-là, dans la forme actuelle du Barça et à domicile, dans ce cas, oui, là, je suis d'accord avec toi, il y a un problème. Parce que après, le Barça ne va normalement faire que s'améliorer. Ils vont récupérer des joueurs, ils vont récupérer leur confiance, ils vont peut-être jouer à domicile. C'est maintenant qu'il faut gagner pour le Real. Tu es à domicile, tu es leader du championnat, tu es sur la meilleure période. Mbappé est peut-être l'attaquant le plus en forme d'Europe. Tu retrouves un Vini de plus en plus en confiance.
tu as une équipe qui fonctionne de mieux en mieux. C'est toi qui dois maintenant t'imposer. Le Barça faisait beaucoup plus avec beaucoup moins de ressources l'an dernier. Donc, pour moi, il y a vraiment presque pas d'excuse pour le Real. S'il y a un match, un classique que tu dois gagner, c'est celui-ci. Donc, oui, je pense qu'ils sont favoris et c'est un match qui est difficile à prédire, franchement, avec la forme de deux équipes. Mais oui, je pense que le Real part favori. Ok, merci César. On partage pas le même avis, mais je comprends ce que tu veux dire, c'est normal. Après, il y a l'orgueil, il y a, il y a l'émotion, tout ça. C'est vrai, mais ça suffit pas. Moi, ce que j'ai dit, je veux un match correct de mon équipe qui montre un peu l'envie. On veut l'envie aussi, c'est ça. Parce que le match dernier à Barcelone, on menait 2-0, on a perdu 5-2. C'est inconcevable, c'est ça. On peut pas laisser passer ça. C'est très frustrant en tant que supporter du Real. Après, c'est normal, on n'a pas la même vue, on n'a pas la même manière d'interpréter le résultat, tu vois. Mais bon, d'accord. Moi, pour moi, c'est bon. Je crois qu'on a fait le tour. Je sais pas si tu avais des sujets à évoquer avant de clôturer la vidéo. Non, ben, j'espère que tu auras raison, comme tu disais que ce sera une domination du Barça. C'est parce que mes yeux et mon œil Bon, au revoir, au revoir. On se retrouve mais pour une vidéo après le on match. verra bien. J'espère juste qu'on aura un match assez engagé, assez ouvert. Les deux équipes, les classiques de ces dernières années sont plutôt intéressants dans ce sens-là. Et j'espère bien avec une victoire de mon camp. D'accord. Merci Sisa. Merci à tout le monde pour le soutien. N'hésitez pas à partager, à liker et à rester abonné à la chaîne. Merci beaucoup. Au revoir. Ciao, ciao.